Sur le pont du bateau qui venait de quitter le Pirée à destination de Marseille, Michael, Mattathias, Saltiel et Salomon entouraient Mancheclou, portant contre sa poitrine le chèque de 300 000 drachmes. L'heure était exquise. Mes amis, savez-vous que la baronne de Rothschild mange de la purée de perles fines? Et savez-vous aussi que les Français ont construit un réseau de couloirs souterrains en Allemagne pour la faire sauter à la prochaine guerre dès le premier jour? Moi, je m'engagerai dès le début des hostilités. Moi aussi. Moi aussi. Oh, j'ai la gorge délicate, et la guerre me ferait du mal. Et d'ailleurs, comment ferais-je pour enfoncer le sabre dans le corps de l'autre? Cela me ferait mal même en fermant les yeux. Et puis moi, j'aime vivre, mes chers amis. Et ma devise est « en prison toujours, mais en vie toujours ». Donc, en cas de guerre, je m'achète un scaphandre avec une provision d'air, je me mets sous la mer et je laisse les Européens s'arranger entre eux. Car eux sont courageux et moi, non. Nous allons rendre visite à Hitler. Et on lui parlera si bien de la loi qu'il se fera rabbin. Jamais il n'acceptera, je le connais. Une idée serait plutôt que je me grime de manière à lui ressembler, et je commande tout, et j'ordonne qu'il faut nous aimer, voilà. On t'arrêtera, on te dira d'avouer que tu es un porc juif. Et comme tu ne diras rien, on t'arrachera les ongles. Sois tranquille, je dirai ce qu'ils voudront. Et si ça les amuse, ces imbéciles, je leur ferai bonne mesure, et je dirai que je suis 3 porcs. Moi, j'irai tout bien expliquer à Monsieur Hitler. Et lorsqu'il comprendra les souffrances de nos pauvres frères de là-bas, il pleurera. Et voilà mon plan. Messieurs, formons un comité contre l'antisémitisme. Oui, mais y a-t-il vraiment un peuple juif? Et qu'est-ce au juste qu'un comité? Et quel sens donner au mot antisémitisme? Je ferai connaître le piquant de mon poignard à la panse de quiconque parlera encore politique. Parlons amour plutôt. Oncle, quelle est la plus jolie? La blonde qui est odeur de lilas ou la brune, fraîche comme la cerise? Ah, je ne sais pas pourquoi, mais les blondes me font toujours penser à une épaule de mouton bien rissolée, tandis que les brunes me rappellent plutôt la queue de bœuf, bien grasse, avec beaucoup de poivre rouge. Aussi, il m'est agréable d'entendre parler de brunes aussi bien que de blondes. Quelle poésie! Et comme on voit que tu n'as jamais connu l'amour. Je l'ai connue mieux que toi. Elle était très jolie. Et elle me disait tout le temps des poésies. Oh, j'en étais sûre. Je n'ai jamais été aimée naturellement, étant trop petit de taille, mais j'étais sûre qu'on se disait des poésies. Mais la menthe! Une fois que l'homme est malade ou affaibli en un certain lieu de son corps, elles ne lui disent plus de poésie, car il les dégoûte et elles l'ont en grande haine. Mais si tu n'es pas malade, quel délice alors! Les jolis yeux de femme, c'est quelque chose. Et si elles ont quelques déformités de nature, il faut les en aimer et respecter davantage. Ah, et quand elle chante en anglais. C'est quelque chose de menteur! C'est toi qui es un menteur. Et tout cela, c'est parce que tu enrages d'être laid. Oui, oncle, vous avez dit la vérité. C'est quelque chose, les yeux d'une dame. En tout cas, moi, j'ai lu un livre Karénine. Oh, comme je l'ai trouvé beau! Ces deux, si nobles, si poétiques, qui s'aiment. Et tant pis pour le mari. C'est évidemment contraire à la loi. Mais il faut reconnaître que c'est beau. Cet ouragan de passion qui s'empare de Madame Anna et du prince Vronsky. Un amant, c'est plus joli qu'un mari, y a pas à dire. C'est plus poétique. Et la passion, c'est comme une tempête. Ouragan et tempête dans l'œil de toutes vos sœurs, ô infâmes et juifs perdus pour le judaïsme. Où est la poésie d'un amour si tu ne peux pas rester 3 heures de suite à la campagne avec la plus belle femme du monde sans qu'elle ne te dise d'un petit air doux: allez tout de suite, je vous rejoins dans un instant. Grossier. Un amant, c'est plus poétique? Vient de nous dire l'extrémité du vermicelle des vermisseaux? Oh monsieur, mais que vienne un romancier qui explique enfin aux candidates à l'adultère et aux fugues passionnelles qu'un amant, ça se purge. Qu'il vienne, le romancier, qui montrera le prince Vronsky et sa maîtresse adultère, Anna Karénine, échangeant des serments passionnés et parlant haut pour couvrir leur borborigme, et espérant chacun que l'autre croira être seul à borborigmer. Mais qu'il vienne, le romancier, qui montrera le prince Vronsky et poète ayant une colique et tâchant de tenir le cou pâle et moite tandis que l'Anna lui dit sa passion éternelle, et lui, il lève le pied pour se retenir.
Et comme elle s'étonne, il lui dit qu'il fait un peu de gymnastique norvégienne. Et puis il n'en peut plus. Et il prie sa bien-aimée de bien vouloir le laisser seul un instant, car il doit créer de la poésie à vers. Et rester seul dans le cabinet de travail parfumé, il est traqué. Il n'ose aller dans le réduit accoutumé, car la mignonne Anna est dans l'antichambre. Alors, le prince Vronsky s'enferme à clé, prend son chapeau melon et s'accroupit à la manière de Rebecca, ma femme, qui, elle, ne prétend pas être une créature d'art et de beauté. Mais soudain, voici qu'arrive le mari de l'adultère, Monsieur Karénine, qui a défoncé la porte de la rue. Et la passionnée Anna lui dit qu'elle ne veut plus de lui, qu'elle et le prince Vronsky sont dans un ouragan, et que lui, Karénine, est un mari dégoûtant et peu poétique. Le prince Vronsky, crie-t-elle, m'a ouvert les portes du royaume. Ô chien de mari, ô jaune, ô fils de la pantoufle et du cataplasme, sais-tu ce que fait en ce moment mon trésor, mon aigle de passion? Il crée des vers. Et le prince Vronsky, qui a mangé trop de melon et bu trop d'eau glacée, est accroupi sur son chapeau melon. Ah, et s'y soulage, et murmure le nom de sa maman avec une infinie faiblesse et délectation. Accroupi devant le piano, il frappe sur les touches et joue un octambule de Chopin pour couvrir d'autres bruits. Voilà un roman selon mon cœur. Et le mari, le pauvre mari Karénine, s'en va. Et la mignonne Anna frappe et demande: Cher prince Vronsky, avez-vous fini de créer? Et le prince répond: Tout de suite, ma noble colombe, les vers ne sont pas encore terminés. Et 5 minutes après, il l'invite à entrer dans la chambre dont la fenêtre est grande ouverte, et il n'y a plus de képi par terre, et il n'y a plus de chapeau melon par terre, car il l'a enfermé dans la bibliothèque, ce charmant amant, et sur les tapis il a répandu des parfums, et il lui dit: Ah, mais que c'est bon de créer de l'art. Oui, cher prince, cela doit être merveilleux. Oui, répond le prince poète, il y a des moments où il faut que ça sorte. Et l'idiote lui baise la main si respectueusement. Enfin, elle a trouvé un nom, Marie, un éternellement poétique. Voilà le roman qu'il faut écrire pour les femmes et pour mes maudites filles qui passent leur temps à regarder les officiers grecs. Mais à quoi bon? Elles ne le liraient pas. Elles ont si peu d'imagination que même si on leur dit que le plus bel amant du monde tire une certaine chaîne en un certain petit lieu, elles ne le sauraient pas. Et pour ce qui est de leur mari, ça elles le savent, parce qu'elles l'ont entendu tirer, le pauvre. Mensonge. Mensonge. L'amour est fait de mensonges. Tu ne m'as pas convaincu. Vive les femmes, sœurs des fleurs. Vive Madame Anna et son cher Monsieur le Prince qui était plus joli que toi. Et j'adore la beauté, la poésie, tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui est grand, pur et beau. Et va-t'en au diable. Ça suffit, Salomon. Qu'as-tu comme fruit? Des pommes? Eh ben, je ne les aime pas. C'est un fruit antipathique. Imbécile d'Adam, vraiment. Bonne nuit. Mais il n'arriva pas à s'endormir. Et au bout d'1 heure, il voulut se tuer. Cet étrange bonhomme était tout à fait sérieux et ne se jouait pas une comédie. Il avait souvent de fulgurantes mélancolies. À quoi bon vivre puisqu'on devait mourir et que la terre était peuplée de méchants? Et surtout, pas de Dieu, pas de but dans l'univers. Insupportable. Il plaça le canon d'un petit revolver pour dame contre son cœur. Les yeux fermés, il attendit le blanc mental. La seconde d'inconscience qui lui permettrait de presser sur la gâchette sans trop souffrir. Seigneur Dieu, il était vivant et dans quelques secondes, il ne bougerait plus jamais. Mais le blanc mental ne vint pas et Mancheclou se coucha.